Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. À l'âge de 19 ans, notre invité Daniel Benson a assassiné le conjoint de sa mère qui était violent. 25 ans de prison, libération conditionnelle, libre depuis 2001 et est aujourd'hui intervenant auprès des hommes en difficulté. Oui. On parle de réinsertion sociale en 2026. Il y en a plusieurs qui ont été condamnés sur la place publique là, pour des gestes indécents ou quoi que ce soit, des numéros X dans les concerts. Est-ce qu'on a le droit en 2026 à une deuxième chance, à la réinsertion sociale? Est-ce que ça se peut? Bien, écoutez, moi, je crois à la deuxième chance et je pense que c'est nécessaire. Parce que, vous savez, si on condamne quelqu'un à la prison parce qu'il a commis un crime X, Y, Z, puis qu'on lui donne, je sais pas, on va dire 8 ans de prison, puis il ressort 8 ans plus tard, il ne peut pas refaire sa place dans la société. On le place devant quel choix? Le choix de la délinquance, d'un retour à ça, parce que c'est juste là qu'il peut vivre. Puis, vous savez, toutes les études qui ont été faites chez les employeurs, qui ont engagé des gens qui ont fait de la prison, ils sont, je dirais à 95% des employeurs disent que c'est les meilleurs employés que j'ai jamais eus. Semblant? Oui, parce que c'est documenté. C'est des gens qui arrivent à l'heure, qui repartent à l'heure, qui respectent les règles. Parce qu'en prison, il faut que tu arrives à l'heure, il faut que tu partes à l'heure, il faut que tu respectes les règles. Donc, il y a ça la prison, vous savez, il y a des choses positives quand on sort de prison. Ça drille un homme, c'est ça que vous dites? Exactement. Il y a un organisme de l'Outaouais qui me disait que depuis la pandémie, pour ceux qui sont en réinsertion sociale, c'est de plus en plus difficile de se trouver un emploi, que ça a chuté de façon draconienne, d'être capable d'avoir cette fameuse deuxième chance de regagner une place dans la société. C'est vrai. Ça a toujours été difficile. Puis aujourd'hui, vous savez, une demande d'emploi, là, tu remplis le formulaire, puis il va y avoir une petite case où il te demande si tu as eu un casier judiciaire. Si tu en as un, tu n'as pas le choix de dire oui. Tu peux dire non, mais si l'employeur l'apprend après, il va dire tu m'as menti, donc il va te congédier. Donc, tu es mieux de dire oui. Puis l'employeur, bien, il a 10 CV devant lui. Puis il y en a un qui a un dossier criminel. Bien, il prend le CV puis il le met dans les vidanges. Il ne veut pas de trouble, il ne veut pas embarquer là-dedans. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas cette réalité-là. Puis moi, je me dis que si je serais un employeur, je vais regarder les compétences de la personne. Je ne regarderai pas son passé, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui va performer dans le job que je vais lui donner. Fait que c'est ses compétences qui sont importantes. C'est ça qu'il faut mettre à l'avant-plan. Parce qu'on a tous un passé. Vous, puis vous, ça vous est arrivé d'être pas fin dans votre vie, là. Il y a des degrés quand même. Oui, bien, on a tous une petite part de pas fin. Fait que on est tous potentiellement dangereux aussi parce que les gens, tu sais, il n'y a personne qui se lève un matin et qui dit « je m'en vais faire des crimes ». Ça n'arrive pas comme ça dans la vie. Là. Mais vous dites donc, si on ne trouve pas une façon de réintégrer, la porte de sortie, c'est la délinquance. Bien, c'est parce que si tu n'as pas de place dans la société, tu vas faire quoi? Vous travaillez à la mission Oldbury présentement sur le terrain. Ça se passe comment? Écoutez, moi, Qu'est-ce que vous faites précisément chez Moi, Oldbury? je suis conseiller en intervention, donc moi, je fais les suivis psychosociaux, les plans pour sortir des personnes de la rue. OK. Moi, ça fait 12 ans que je travaille en itinérance et la population itinérante a beaucoup changé au cours des 12 dernières années. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé en itinérance, là, on voyait des problèmes d'alcool, de consommation de drogue douce, un peu de drogue dure, mais c'était rare. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. Là. Aujourd'hui, les gens s'injectent sur le trottoir devant nous. Donc, c'est plus la même clientèle. Les enjeux de santé mentale ont explosé. Puis vous savez, moi, ce que je trouve le plus dur dans mon travail, on vit au Québec. On s'entend que le Québec, c'est une société riche. Là. On n'est pas dans un pays pauvre. De voir des gens sur la rue avec des enjeux de santé mentale importants, là, on parle de schizophrénie, là, des maladies mentales importantes. Ces gens-là sont dans la rue, consomment des drogues et on les laisse à leur propre sort. C'est la partie de la job que je trouve le plus dur. Parce qu'on n'a pas de moyens pour les aider. Puis je trouve pas ça normal. Qu'une société laisse les gens les plus hypothéqués de sa société sans filet. C'est extrêmement difficile. Ce serait quoi? Qu'est-ce qui manque, là, autre des moyens? Il faudrait que ça soit fait comment au niveau des opérations? Parce que moi, j'habite au centre-ville. C'est sur le terrain que le défi est... Dans le principe, on peut tous parler les bons sentiments, mais ça serait quoi ce que vous constatez? Vous êtes au cœur de ça. Là. Écoutez, moi, là, dans mon travail, moi, je vous dirais que pour aider ces populations-là,
C'est relativement simple. Moi, là, j'ai réussi à sortir des messieurs de la rue, là, un parcours de 40 ans dans la rue, puis tous mes confrères me disaient, Daniel, tu perds ton temps. Puis je disais, perdre mon temps avec lui ou avec un autre, je paye le même salaire. Mais ce monsieur-là, tout le monde disait, Daniel, ça n'arrivera jamais. Ça fait 40 ans qu'il est dans la rue. Ce monsieur-là est en appartement depuis 3 ans, mais ça m'a pris 4 ans de travail. Donc, il faut investir. Puis, vous savez, c'est pas... moi, je formais quelqu'un au travail le lundi, là. Puis quand je forme un nouvel intervenant, ben je fais des entrevues avec des hommes qui ont des profils différents. Oui. Puis à la fin de la journée, je lui demande, bon, ton avis de ça? Il dit, t'as pas pareil dans les 3 entrevues? Non. Pourquoi? Parce que c'est 3 profils différents, donc tu n'agis pas de la même façon. Moi, j'ai toujours le truc, quand tu fais ce métier-là, il faut qu'une porte ouvre. Peu importe la porte. OK. Mais un coup que tu as une porte qui est ouverte, tu peux créer un lien solide. Et tu peux transformer des choses. Puis, il faut aussi... Vous savez, l'expérience nous enseigne. Des fois, moi, j'appelle ça avoir du senti. Là, si on n'apprend pas ça à l'école, c'est l'expérience qui fait ça. Ouais. Puis, j'étais avec un client une fois, puis c'est un monsieur qui consommait énormément. Puis, je lui avais dit, écoute, moi, je pense pas que ce soit la consommation ton problème. Il m'a regardé bien étonné. Tu sais, l'intervenant qui me dit, c'est pas un problème, la consommation. J'ai dit, ton problème, c'est ce qui t'amène à consommer. Il m'a regardé, il y a eu un long silence. Il m'a dit, je pense que tu as raison, mais je suis pas prêt à me mettre à table. Ah. C'est correct. Si jamais ça te tente... La porte n'était pas ouverte, mais vous venez d'entendre cogner. Ouais. Si ça te tente un jour, tu as juste à venir cogner à ma porte, ça va être correct. Peut-être 2 semaines plus tard, il est venu cogner à ma porte. Il dit, monsieur, il faut que je vous voie tout de suite. Ben là, non, faut que je vous voie tout de suite. Fait qu'on rentre dans le bureau et je suis prêt à me mettre à table. Oh. Et là, il m'a expliqué que quand il était jeune, il y a un des amis de son père qui l'a agressé sexuellement pendant plusieurs années. Et personne ne l'a cru dans sa famille. Okay. Donc, pour guérir le mal qu'il portait en lui, il le gelait. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Fait que j'ai donné le numéro d'un organisme qui aide des hommes qui ont subi des violences sexuelles. J'ai donné le numéro. Il est parti 2 semaines plus tard, je ne l'ai jamais revu. C'est vrai. Je ne sais pas s'il l'a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais... j'ai fait ce que je devais faire. Mais ce qu'on entend, donc, c'est le temps. Vous passez du temps, vous écoutez réellement, il y a ça. Il y a ça, puis vous savez, il n'y a pas un profil qui est pareil. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, avec lui, ça va peut-être te prendre 3 mois, puis avec lui, ça va peut-être te prendre 4 ans. Puis il faut qu'on ait la possibilité de faire ça. Moi, ils me donnent souvent des clients difficiles parce que je suis bon, j'aime ça, moi j'aime les défis. Puis ils m'en ont donné un, le monsieur, écoutez, ça fait 11 ans que je le connais. Ça fait 11 ans qu'il est en refuge. In and out, il se fait mettre dehors, consomme. Là, ils m'ont dit, Daniel, tu veux t'en occuper? Je dis oui. Mais on change de plan. Parce que ça fait 10 ans que vous le poussez pour du logement. Ça donne rien. Puis il fuck le logement, il vend un meuble. Puis il retourne dans la rue. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais moi, je vais attendre qu'il me le demande. C'est sa vie à lui. Ça y appartient. Moi, je dis jamais aux gens quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis je vais t'aider. Vous êtes pas senti en danger, des fois, dans votre métier? C'est sûr que quand on travaille avec des populations de ce type-là, il y a un danger. Moi, je me suis fait agresser plusieurs fois. Vous savez, se faire lancer des cafés, des chaises, se faire insulter. Là, moi, me faire insulter, ça me dérange pas. Moi, les gens peuvent m'insulter sur la rue. Moi, je me fais insulter quotidiennement. Fait que ça me dérange même plus. Mais malheureusement, vous savez, ça fait partie de ce milieu-là. Vous savez, quelqu'un qui arrive là, au refuge où je travaille, là, c'est quelqu'un qui vit dans la rue, souvent qui consomme, qui peut avoir des enjeux de santé mentale. C'est quelqu'un qui a souffert. Là. Vous savez, moi, je dis toujours que j'ai de l'admiration pour les gens qui vivent dans la rue parce que je ne serais pas capable de vivre comme eux. Ça prend une force et une résilience incroyable là, de ne pas savoir où tu vas dormir, de ne pas savoir si tu vas manger, de te faire battre par les autres itinérants, de te faire harceler par la police, de te faire écœurer par des intervenants qui veulent te sauver. Ça doit être terrible, ce genre de vie-là. Moi, je ne serais pas capable. Donc, puis vous savez, ça, là, cette résilience-là qu'ils portent en eux, il faut s'en servir parce que c'est une force qu'ils ont. Puis il faut renforcer ça. Parce que si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire d'autres choses aussi. Mais il faut du temps pour aider ces gens-là, les comprendre, les accepter puis les prendre où ils sont rendus. Moi, là, j'ai pas l'intention, j'ai jamais eu l'intention de changer personne. Puis je veux pas sauver personne. Je ne suis pas un sauveur.
Je suis là pour aider. Puis moi, je dis qu'un intervenant, il est là comme une lumière sur la route de quelqu'un. Et si la lumière est assez puissante, la personne va s'en servir pour éclairer son chemin. Puis quand ça va aller mal, il va peut-être se retourner de bord puis voir la petite lueur, puis ça va l'aider à continuer. Mais c'est juste ça que je peux faire. Je peux pas faire plus. En tout cas, vous en faites beaucoup. C'est ce qu'on entend. Merci beaucoup de votre visite, Daniel Benson. Ça m'a fait plaisir. Puis si quelqu'un qui nous a écoutés, ça l'interpelle, puis il aurait peut-être besoin de vous parler ou parler à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sur quel... Facebook, mon adresse courriel, c'est danielbenson25. Pas parce qu'il y en a 25, c'est parce que j'ai condamné à 25 ans de prison à commercial@hotmail.com. Sur Facebook, ils peuvent me rejoindre Daniel facilement. Benson, j'ai écrit Benson. Merci beaucoup, Daniel. Exactement. Merci, Daniel. Ça m'a fait Bonjour. plaisir. Bonne journée.